L'école moderne, c'est un peu comme un smartphone ultra récent sur lequel on essaye de faire tourner un vieux logiciel du 19e siècle. Et forcément, la machine surchauffe face à des élèves dont le rapport au monde a complètement changé. Exactement. Aujourd'hui, on fait une exploration approfondie du livre de Monsieur Carré, L'école, malgré tout, où il raconte son quotidien de prof en dispositif Ulysse. Alors juste pour préciser, les ULIS, ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. En gros, c'est des petites classes intégrées dans les collèges ou lycées ordinaires. Voilà. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette réalité, de comprendre le gouffre énorme entre les grandes ambitions de la loi et le terrain. Et pour comprendre ce gouffre, faut remonter à la bascule de 2005. Historiquement, on était sur un modèle très médical en France. C'est-à-dire que l'enfant devait s'adapter à la norme de l'école. C'est ça. Soit l'enfant s'adaptait, soit il partait en institution spécialisée. Mais avec la loi de 2005, on passe à un modèle social. Donc une inversion de la charge, en fait. Tout à fait. L'école a désormais l'obligation légale de s'adapter pour accueillir chaque enfant. Ça modifie profondément la dynamique de la classe. C'est un peu comme si on ordonnait à un vieux bâtiment historique d'installer des ascenseurs partout pour le lendemain matin. Ah oui, mais sans fournir ni le budget, ni les plans, ni les maçons. On fixe le cap et on oublie totalement l'intendance derrière. Ce qui nous amène au fameux bricolage pédagogique dont parle le livre. Ce que l'auteur appelle l'art du détour. Oui, parce que face à cette injonction d'inclure sans moyens, les profs n'ont pas le choix, quoi. Ils réinventent la pédagogie. L'auteur cite par exemple l'approche de Serge Boimard. C'est le passage sur l'angoisse de l'échec, non? Voilà. Il donne l'exemple d'un élève, Samy, très agité, qui bloque complètement devant l'écrit. Au lieu de forcer avec un exercice classique, l'enseignant lui lit le mythe d'Icare. Attends, c'est quoi le mécanisme derrière ça? Pourquoi la mythologie débloquerait un enfant en difficulté aujourd'hui? En fait, Samy s'identifie à l'impulsivité d'Icare. Ça lui offre un miroir, mais à distance. Et cette distance, elle désamorce l'angoisse de l'échec. Ah, je vois. Comme il se sent pas visé directement, il accepte de prendre le stylo parce qu'il écrit pas sur lui-même. Exactement. On contourne l'obstacle en détournant l'attention. Et on retrouve la même mécanique avec la pédagogie freinée pour un autre élève, Luc, qui a une dyslexie sévère. C'est l'anecdote de la radio du collège. C'est ça. Lire un texte d'évaluation classique, ça le tétanise. Mais pour enregistrer sa chronique à la radio, il est prêt à relire son texte 10 fois de suite. Parce que là, l'effort a une vraie utilité sociale immédiate. Oui, c'est plus du tout une punition. La motivation de la note est remplacée par la motivation de l'expression publique. Sauf que, honnêtement, devoir jongler entre 15 métiers, concevoir ses détours psychologiques, faire de la technique audio, c'est intenable pour un seul prof. Ah, mais ce serait totalement impossible sans un maillon essentiel du système, à savoir les AESH. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et les textes sont accablants sur leur précarité. Très accablant. Ces professionnels gèrent les crises, reformulent les consignes et en échange, ils gagnent en moyenne 850 € net par mois. C'est choquant, surtout pour des temps partiels souvent imposés, avec 60 heures de formation initiale. Et encore, ça c'est quand les familles arrivent à obtenir cette aide. Parce qu'il y a aussi le problème des MDPH. Les maisons départementales des personnes handicapées, les sources mentionnent des mois entiers d'attente. Bah oui, parce qu'elles font face à un énorme goulet d'étranglement. Il y a un manque cruel de personnel pour traiter l'explosion des demandes d'aide. Donc le décalage entre la lenteur de la bureaucratie et l'urgence de l'enfant crée des situations intenables en classe. Tout à fait. Et on peut se demander comment l'État justifie de maintenir ces AESH dans une telle précarité, alors qu'ils sont la clé de voûte de l'inclusion. Soins. Des rôles longtemps vus comme de simples vocations. Des fonctions qui, soi-disant, nécessiteraient pas de vrai statut professionnel rémunéré à sa juste valeur. Voilà, c'est exactement ce que montre le livre. Tout cet environnement repose sur des bouts de ficelle et sur l'épuisement d'acteurs invisibilisés. Ce qui prouve bien que l'école inclusive met en lumière la rigidité extrême de notre système éducatif face à la singularité. C'est le grand paradoxe, oui. Ce qui nous amène à une question fondamentale pour conclure. Et si ce fameux logiciel du 19e siècle devait pas seulement être corrigé pour quelques-uns? Tu veux dire repenser le modèle pour tout le monde? Exactement. Si ces dispositifs spécialisés, avec leur flexibilité et leur pédagogie du détour, n'étaient pas des exceptions à tolérer, mais le véritable laboratoire de l'école idéale pour absolument tous les élèves,